Élie Tané fixait le billet d'1$ froissé dans sa paume burinée, conscient que c'était le dernier lien qui le séparait de la ruine. En face de lui, la jument dans l'enclos des enchères semblait à moitié affamée, ses côtes visibles sous un pelage poussiéreux couleur crépuscule. Pourtant, il y avait quelque chose dans ses yeux sombres et alertes, quelque chose de secret, d'ancien, qui fit hésiter Élie avant de détourner le regard point autour de lui. La salle des ventes vibrait des rires des éleveurs bien nourris, leurs chapeaux propres et leurs bottes brillantes comme des miroirs. Ils plaisantaient et enchérissaient avec aisance, eux qui n'avaient jamais connu le goût du véritable désespoir. Élie resta en retrait de la foule, son chapeau enfoncé sur la tête, ses mains calleuses fermement jointes. Les uns après les autres, les chevaux élégants se vendaient pour des sommes supérieures à ce qu'il gagnait en un an. Son propre ranch, une parcelle de terre aride à la lisière de Clearwater Ridge, n'avait plus que 17 jours avant que la banque ne le reprenne définitivement. Son bétail mourait un à un, l'herbe sous leurs sabots étant trop sèche. L'hiver approchait comme un prédateur lent et impitoyable. Le vieux commissaire-priseur s'éclaircit la gorge tandis qu'un marchand de chevaux burinés nommé Amos Weller conduisait la jument frêle au centre du ring. Amos était un homme qui avait vu trop d'hivers et perdu trop d'amis. Ses cheveux étaient argentés comme le clair de lune, ses yeux avaient la couleur des nuages d'orage. La foule ne lui prêtait guère attention. Elle s'était déjà tournée vers le prochain enclos, où un étalon noir brillant attendait de rapporter une fortune. La jument était un reste, une bête destinée à l'usine de Colpoint. $1, s'entendit dire Élie avant même d'avoir pu réfléchir. Le commissaire-priseur se figea en plein mouvement, puis éclata d'un rire sec et abattit son marteau avec un bruit qui résonna comme un coup de fusil. Vendu. À l'homme au fond. Une vague de murmures s'ensuivit. Des sourires compatissants, des hochements de tête, quelques blagues murmurées. Élie les ignora. Alors qu'il s'avançait pour réclamer son achat, Amos Weller l'étudia attentivement, le regard perçant malgré les rides qui plissaient ses yeux. Sa bouche esquissa quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire, mais qui avait un poids étrange, comme s'il en savait plus qu'il n'osait le dire point. Elle a encore quelques bons kilomètres à parcourir, murmura Amos en lui tendant la corde effilochée. Parfois, les choses les plus usées finissent par transporter les trésors les plus précieux. Élie acquiesça, ne sachant trop quoi penser des paroles de l'homme. Sa fierté l'empêchait de poser des questions. Il conduisit la jument vers son chariot, sentant les regards curieux brûler son dos. Pour tout le monde, il était un imbécile qui jetait sa dernière pièce dans un trou qu'il ne pourrait jamais combler. Mais lorsque la jument, que le marchand avait appelée Merci, tourna la tête vers lui, quelque chose brilla dans ses yeux, quelque chose de délibéré, comme si elle essayait de parler. Le trajet de retour vers Tanees Ridge lui sembla plus long que jamais. Le ciel se teintait d'orange et de violet au-dessus des collines tandis que le chariot d'Élie cahotait sur la route de terre. Il ne pouvait se débarrasser du malaise qui lui serrait la poitrine, le sentiment que son pari d'1$ allait soit lui sauver la vie, soit y mettre fin. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que la jument nommée Merci était sur le point de le mener à une découverte plus précieuse que l'or ou la terre, un secret assez puissant pour réduire tout le territoire en cendres. Quand il arriva chez lui, le crépuscule avait laissé place à l'obscurité totale. Le ranch était en piteux état. Les clôtures penchaient comme des côtes brisées, la porte de la grange se balançait sur un seul pivot rouillé, les fenêtres de la maison étaient sombres et froides. Ces quelques bovins survivants se tenaient près de l'abreuvoir asséché, tels des ombres minces au clair de lune. Et elle conduisit Merci dans la grange, s'attendant à ce qu'elle s'effondre d'épuisement. Au lieu de cela, elle se mit à bouger avec une énergie soudaine, les oreilles dressées comme si elle reconnaissait l'endroit. Élie fronça les sourcils. Elle se dirigea droit vers le coin arrière de l'étable, celui où son père avait autrefois entreposé le foin supplémentaire avant qu'il ne pourrisse. Là, elle se mit à gratter la terre, reniflant doucement, la queue remuant avec détermination. Doucement, ma fille, murmura Élie en posant un petit seau de nourriture. Mais la jument l'ignora complètement. Elle pressa son museau contre le mur du fond et hennit, non pas d'un hennissement de faim ou de peur, mais d'urgence. Élie s'accroupit à côté d'elle, la curiosité l'emportant sur la fatigue. « Qu'est-ce qui te prend ?» Ses sabots frappèrent les planches de bois au bord de la stalle à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il remarque que l'une des planches était légèrement soulevée, déformée par le temps. Son pouce s'accéléra. Il sortit son couteau de poche et le coinça sous la planche, la soulevant avec un grincement de bois qui se fendait. Sous la planche se trouvait une couche de terre compactée, puis ses doigts touchèrent quelque chose de froid et de dur. Une petite boîte en métal. Rouillée,
lourde et enfouie profondément. Élie retint son souffle. Il essuya la saleté, et l'objet brilla faiblement à la lumière de la lanterne. Mercy restait immobile, le regardant, les yeux calmes, presque compréhensifs. Un trésor, hein? Murmura Élie, se souvenant des paroles d'Amos. On verra bien. Avant qu'il n'ait pu l'ouvrir, le bruit des sabots brisa le silence de la nuit. 3 cavaliers approchaient rapidement, au rythme vif et délibéré. Élie glissa la boîte dans son manteau et sortit à l'air libre juste au moment où les cavaliers faisaient irruption dans sa cour. Le cavalier de tête portait un insigne en étain qui brillait comme du feu à la lumière de la lanterne, le shérif Arlan Duval. Les 2 hommes qui l'encadraient étaient plus rustres, le visage marqué de vieilles cicatrices, les yeux trop froids pour des hommes de loi. « Bonsoir, Tanné », lança le shérif en descendant lentement de cheval, ses éperons tintant à chaque pas. « J'ai quelques questions à vous poser. » Élie sentit son estomac se nouer. De quoi s'agit-il, shérif? Le plus grand des 2 inconnus, un homme maigre avec une cicatrice qui lui barrait l'oreille jusqu'à la mâchoire, se pencha en avant sur sa selle. « J'ai entendu dire que tu t'étais acheté un cheval aujourd'hui. Une jolie petite jument. Dommage, cependant, que cet animal ne t'appartienne pas légitimement. »« Je l'ai acheté en toute légalité, » répondit Élie d'une voix ferme, mais l'estomac noué. Le shérif ajusta son chapeau. « C'est drôle, ça. L'homme qui est censé vous l'avoir vendu, Amos Weller, est mort. On l'a retrouvé face contre terre dans le ruisseau il y a 3 jours. À moins que vous n'ayez traité avec un fantôme, je dirais que vous avez un problème. » Ces mots le frappèrent comme un coup de poing dans la poitrine. Élie le fixa, incrédule et terrifié. « C'est impossible. Je lui ai parlé cet après-midi à la salle des ventes. »« La salle des ventes est fermée depuis une semaine, » dit Duval d'un ton neutre. « Le propriétaire a de la fièvre. Il n'y a pas eu de vente dans ce comté depuis des jours. » Le monde bascula. Chaque respiration semblait plus lourde. Si Amos Weller était mort, alors à qui Élie avait-il parlé? Qui avait pris son dollar, et pourquoi l'avait-il conduit à ce cheval? À l'intérieur de la grange, Mercy se remit à hennir, d'un hennissement aigu et paniqué. L'homme balafré tourna brusquement la tête vers le bruit. « C'est elle, » dit-il doucement. « C'est la jument. » La main du shérif se posa près de son arme. « Ne rendons pas les choses difficiles, Tanné. Remettez-nous simplement ce que vous avez trouvé et le cheval, et nous pourrons tous oublier ce qui s'est passé ce soir. » Le pouls d'Élie battait à tout rompre. Il savait. D'une manière ou d'une autre, ils étaient au courant pour la boîte. Mais les cris de Mercy devenaient frénétiques, ses sabots frappaient le bois comme pour l'avertir ou le pousser à agir. Et dans cet instant entre raison et peur, Élie Tanné réalisa qu'il était déjà pris dans quelque chose de bien plus grand qu'un ranch en déclin et un cheval affamé. Les doigts du shérif se rapprochèrent lentement et délibérément de la crosse de son revolver. Élie pouvait voir la mâchoire de l'homme se contracter légèrement, comme avant un accès de violence. « Maintenant, pourquoi ne nous dites-vous pas ce qui fait hurler cette jument comme une banshee ?» demanda le shérif Duval, la voix feignant un calme trompeur. « Je vous l'ai dit, shérif, » répondit Élie, s'efforçant de garder une voix calme malgré son cœur qui battait à tout rompre. « Je l'ai acheté dans les règles. S'il y a eu une erreur, je vais la régler. Mais je n'ai rien fait de mal. » L'homme balafré descendit de sa selle, ses éperons cliquetant contre la terre. « Ce cheval n'est pas donné, mon ami. Il appartenait à un gentleman qui n'apprécie guère de perdre ce qui lui appartient. »« Ah bon ?» rétorqua Élie. « Alors peut-être que ce gentleman devrait s'adresser au commissaire-priseur. »« Peut-être, » répondit l'inconnu avec un sourire narquois. « Mais voyez-vous, nous pensons que vous avez trouvé autre chose. Quelque chose qui ne vous appartient pas non plus. » Élie serra la main dans sa poche, sentant le poids solide de la boîte métallique contre ses côtes. La prise de conscience le transperça comme de la glace, il n'était pas là uniquement pour le cheval. Il savait exactement où Mercy l'avait conduit. Les cris de la jument s'intensifièrent dans la grange, devenant presque frénétiques. Elle donnait des coups de sabot contre les planches avec une telle force que de la poussière tombait des poutres. « Ne bougez plus, » avertit Élie en reculant vers la porte. Le shérif plissa les yeux. « Vous vous creusez un trou bien profond, Tanné. »« Peut-être, » répondit Élie, « mais au moins, c'est mon trou. » L'homme balafré fit un geste vers la porte de la grange, et le monde explosa dans le chaos.
Les sabots de Merci fracassèrent le bois dans un craquement sec, projetant des éclats comme des éclats d'obus. Les chevaux effrayés des deux cavaliers se cabrèrent, hennissant et se tordant de panique. Élie ne perdit pas une seconde. Il plongea derrière l'abreuvoir juste au moment où un coup de feu déchira la nuit. La balle s'enfonça dans le bois à l'endroit où sa tête se trouvait quelques instants plus tôt. De la terre et des éclats de bois pleuvèrent sur lui. Le shérif Duval aboya des ordres, ne tirez pas, bon sang. Mais le cavalier qui mâchait du tabac tirait déjà à nouveau. Élie roula vers le côté de la maison, le cœur battant à tout rompre, les poumons en feu. Son fusil était toujours accroché au-dessus de la cheminée à l'intérieur. Si seulement il pouvait l'atteindre. Un autre coup de feu déchira l'air, effleurant sa manche. Il sentit la chaleur lui brûler la peau. La boîte métallique s'enfonçait douloureusement dans ses côtes alors qu'il rampait dans la boue vers le porche-point. Arrête de courir, Tanner, criait Duval. Tu ne fais qu'empirer les choses. Élie ne répondit pas. Il savait déjà qu'il n'y avait pas d'autre issue que d'avancer. Ces hommes n'étaient pas là pour l'arrêter, ils étaient là pour l'enterrer point du coin de l'œil. Il vit l'homme balafré traîner Merci hors de la grange. La jument se débattait comme une bête sauvage, les dents serrées, les muscles tendus, mais l'homme tira violemment sur son licou et lui murmura quelque chose à l'oreille. Soudain, elle s'immobilisa, trop soudainement point. Gelé, grogna l'homme en jetant un coup d'œil au shérif. Dans son autre main, il tenait une autre petite boîte en métal, presque identique à celle cachée sous le manteau d'Élie. J'ai trouvé ça sous la stalle. On dirait que quelqu'un nous a devancés. Élie se figea. Une autre boîte? Son estomac se noua. Il y en avait 2 points. Cela signifie que notre ami ici présent à l'autre, dit l'homme qui mâchait du tabac, rechargeant son revolver avec un calme méthodique. La question est, sait-il ce qu'il y a à l'intérieur? Le visage du shérif Duval se durcit. Tanner, écoutez bien. Vous n'avez aucune idée de ce avec quoi vous jouez. Cette boîte contient des informations que des hommes puissants veulent garder secrètes. Si vous la remettez, vous vous en sortirez peut-être. Élie resta accroupi, les observant à travers une fente dans l'auge. Et si je refuse? Alors vous finirez comme Weller, répondit froidement le shérif. Ces mots le touchèrent profondément. Weller. Mort dans le ruisseau. Pourtant, Élie lui avait parlé quelques heures auparavant. La confusion lui serrait le crâne comme un étau. À l'intérieur de la grange. Merci poussa un gémissement grave et tremblant, non pas de peur cette fois, mais de rage. Ses muscles se contractèrent, sa queue fouetta l'air, et l'instant d'après, elle se cabra violemment, projetant l'homme balafré au sol. Il atterrit lourdement en hurlant, la deuxième boîte s'échappant de ses mains et s'ouvrant dans la boue. Des cartes, des papiers et des documents pliés s'envolèrent à travers la cour comme des oiseaux effrayés. Le cavalier qui mâchait du tabac jura et tenta de viser le cheval, mais Merci chargea, ses sabots frappant le sol comme le tonnerre. Le shérif trébucha en arrière lorsqu'elle passa à toute vitesse, son corps puissant n'étant qu'une ombre floue à la lumière de la lanterne. Élie saisit l'occasion. Il sprinta vers les documents éparpillés et les ramassa alors que les balles sifflaient autour de lui. Les papiers étaient couverts de sceaux, de signatures et de tampons territoriaux. Des documents officiels. Alors qu'il les rassemblait, un nom attira son attention, gouverneur Alton Grave. Et en dessous, en lettres ornées, décret d'octroi de terre, loi sur les réserves tribales, 1879. Élie sentit son sang se glacer. Ce n'était pas de simples papiers, mais des preuves. La preuve que la moitié des terres du comté avaient été volées grâce à des faux et à la corruption. C'est pour cela que Weller est mort, murmura-t-il. Lâche ces papiers. Rugit le shérif Duval en pointant son revolver. Tu ne sais pas quel feu tu allumes, mon garçon. Élie recula vers son porche, serrant les papiers contre sa poitrine. Il est peut-être temps que quelqu'un le sache. Avant que le shérif n'ait pu tirer, un nouveau bruit se fit entendre au loin, des sabots. D'autres cavaliers, rapides et nombreux. Les hommes de Duval se tournèrent instinctivement vers le bruit. En quelques instants, 6 silhouettes émergèrent de l'obscurité, leurs fusils brillant au clair de lune. À leur tête chevauchait un homme grand, à la barbe argentée, avec une étoile de juge épinglée sur son gilet. Le juge Elias Ward, le seul homme du comté qui ne pouvait être acheté ou intimidé. Shérif Duval. La voix du juge Ward fendit le chaos comme un coup de tonnerre. Expliquez-moi pourquoi vous tenez un homme en joue sur ses propres terres sans mandat ni motif valable.
Le soulagement envahit Ellie si fortement qu'il faillit éclater de rire. Le shérif baissa légèrement son arme, mais ne la rangea pas dans son étui. Juge Ward, cet homme est en possession de biens volés et a entravé une enquête officielle. Officielle ? Rétorqua le juge. Vous voulez dire illégal. Éloignez-vous de cette maison. Les hommes de Ward se déployèrent, encerclant le shérif et ses 2 sbires en demi-cercle. L'air était chargé de tension, le genre de tension qui faisait même retenir leur souffle aux chevaux. Ellie s'avança lentement, la pile de papier tremblant dans sa main. Monsieur le juge, ces hommes ont tué Amos Weller et ont tenté de s'emparer de ces documents. Il tendit les documents. Ils prouvent que le gouverneur Grave et le consortium ferroviaire ont falsifié des concessions foncières, volant ainsi des terres aux tribus et aux colons. Ward feuilleta les premières pages, serrant les mâchoires en lisant les sceaux et les signatures. Il leva les yeux vers Duval. Vous êtes suspendu de vos fonctions dans l'attente d'un examen fédéral. Remettez votre badge et votre arme. Les yeux de Duval brûlaient de rage. Sa main se tendit vers son revolver. N'y pense même pas, l'avertit Ward. 3 fusils se levèrent à l'unisson, pointés vers lui. Si tu sors ton arme, tu mourras sur place. Pendant un long moment, le silence régna dans la cour. Puis le shérif détacha lentement son badge et le jeta dans la poussière. Ellie poussa un soupir tremblant dont il ne s'était pas rendu compte qu'il retenait. Mercy se tenait derrière lui, la tête baissée mais les yeux brillants, le corps désormais calme, comme si elle avait toujours su que cela se terminerait ainsi. Le juge Ward se tourna vers Ellie. Mon garçon, tu es tombé sur quelque chose qui va bouleverser ce territoire. Tu devras témoigner à la capitale, et tu seras protégé jusqu'à ce moment-là. Ellie acquiesça, conscient de l'importance du moment. Il tendit la 2e boîte et les cartes restantes. Elles contenaient des registres détaillés des pots de vin, des signatures falsifiées et des comptes cachés, suffisamment pour ruiner tous les hommes impliqués. Ward leva les yeux d'épreuve. La jument appartenait à un homme nommé Samuel Weller, le frère d'Amos. Il a été assassiné en essayant de révéler tout cela au grand jour. Selon la loi, le cheval t'appartient désormais. Ellie se tourna vers Mercy, la gorge serrée par l'émotion. Il posa doucement une main sur son museau. Tu as bien travaillé, ma fille, murmura-t-il. Elle hennit doucement, se pressant contre sa paume. Cette nuit-là, sous la pâle lueur de la lune, Ellie Tanner comprit que son dernier dollar ne lui avait pas acheté un cheval mourant, mais la rédemption, la justice et une seconde chance pour tous ceux qui avaient été volés par la cupidité. Les jours suivants se succédèrent dans un tourbillon de témoignages, de signatures et de menaces chuchotées. Le juge Ward garda Ellie sous bonne garde dans l'ancienne garnison à l'extérieur de Dry Creek, tandis que des messagers chevauchaient jour et nuit pour livrer des mandats. Les hommes du shérif se dispersèrent comme des coyotes dès que la loi se tourna vers eux, et Duval lui-même fut emmené enchaîné vers la capitale. Ellie dormit à peine, hanté par ce qu'il avait vu et ce qui pouvait encore arriver. Mercy resta près de lui, calme mais vigilante, ses yeux sombres suivant chaque étranger qui s'approchait. Le 3e matin, Ward vint le voir avec une lettre scellée. Elle vient de la capitale, dit-il. Il vous demande de témoigner devant le conseil territorial. Ellie acquiesca, bien que son estomac se nouate. Il n'était pas un homme de mots, mais il savait ce qui était en jeu. La lettre contenait également un autre message, le gouverneur Grave s'était enfui. Son manoir était vide, son bureau incendié et son train n'avaient jamais atteint la gare suivante. Selon les rumeurs, il avait fui vers le sud, de l'autre côté de la frontière, avec une fortune en or et une prime sur sa tête. Le voyage vers la capitale dura 6 jours, dans la poussière et le vent. L'escorte était réduite, 2 adjoints et Ward lui-même. Chaque nuit, il campait sous le même ciel étoilé, la lueur du feu se reflétant sur la robe de la jument. Parfois, Ellie pensait à Amos Weller, à la façon calme dont l'homme avait parlé lors de la vente aux enchères, et au nombre de personnes qui étaient mortes en cherchant des bribes de vérité. Lorsqu'ils arrivèrent aux portes de la ville, la nouvelle s'était déjà répandue. Des foules s'étaient rassemblées dans les rues, criant et pointant du doigt. Les journaux qualifiaient Ellie de « le cow-boy qui a brisé le cercle ». Il ne se sentait pas comme un héros. Juste un homme qui avait suivi un cheval effrayé dans un endroit sombre et qui avait trouvé quelque chose de trop lourd à porter seul. À l'intérieur du palais de justice, l'air sentait la poussière et l'encre. Des rangées d'hommes en manteau noir l'observaient depuis les bancs tandis qu'il prêtait serment. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il déplia les papiers sortis de la boîte. Les décrets falsifiés,
les titres de propriété volés, les paiements signés par Grave lui-même. Il leur parla de Weller, du shérif, de la nuit où ils étaient venus le tuer. La salle resta silencieuse, à l'exception du grattement des stylos. Lorsqu'il eut terminé, le juge Ward se leva et consigna les documents au dossier. Que le procès-verbal indique, dit-il fermement, que ce témoignage est donné librement et sans récompense. La justice suivra son cours. Ellie sortit dans la lumière du soleil en tremblant, ne sachant pas si ce qu'il avait dit aurait vraiment de l'importance. Mais en moins d'une semaine, des mandats d'arrêt furent émis contre une demi-douzaine de fonctionnaires, les bureaux de la compagnie ferroviaire furent saisis et les terres volées furent restituées à leurs propriétaires légitimes. Les journaux appelèrent cela « l'affaire Tanner ». Il détestait cette expression. Il voulait juste rentrer chez lui. Quand il retourna enfin à son ranch, les collines avaient le même aspect. Sèches, dorées et infinies. La grange penchait toujours d'un côté. L'abreuvoir était toujours fendu par la balle qui avait failli le tuer. Les sabots de Merci résonnaient doucement tandis qu'il traversait la cour. Tout était calme à présent, à l'exception du vent. Il la descella, brossa sa crinière et resta longtemps debout à regarder l'horizon. Le soleil descendait, peignant le ciel de rouge et d'or, les mêmes couleurs que la poussière sur sa robe. Des semaines passèrent, puis des mois. Ward lui envoyait de temps en temps des lettres pour le tenir au courant des procès, des aveux de Duval, des chasseurs de primes qui poursuivaient toujours Grave de l'autre côté de la frontière. Une lettre disait que le juge recommandait qu'Ellie reçoive une petite pension pour service rendu au territoire. Il sourit faiblement en lisant cela. Services rendus. Il n'avait rien demandé de tout cela. Il voulait juste un cheval qui puisse le ramener chez lui. Un soir d'automne, alors qu'il réparait la clôture, Ellie vit à nouveau des cavaliers approcher, 3 d'entre eux, des inconnus. Son pouls s'accéléra, des souvenirs lui revinrent à l'esprit, mais ces hommes ne portaient pas d'armes à feu. Le cavalier de tête tendit une enveloppe portant un nouveau sceau. De la part du bureau du gouverneur, dit-il. À l'intérieur se trouvait un acte notarié, signé, scellé et certifié, transférant la pleine propriété du ranch à Ellie Tanner, libre de toute dette ou revendication. En dessous, une note écrite de la main soignée de Ward, la justice a la mémoire longue. Les gens se souviennent de ceux qui se sont levés quand les autres sont tombés. Il plia lentement la lettre et regarda vers la grange. Merci se tenait à la porte, observant comme si elle avait compris chaque mot. On a réussi, ma fille, dit-il doucement. Elle renifla une fois, puis tourna la tête vers le champ ouvert. Il suivit son regard. L'herbe ondulait doucement, le ciel était vaste et clément. Pour la première fois depuis longtemps, le monde semblait calme, pas vide, juste apaisé. Cette nuit-là, Ellie s'assit près du feu, les 2 boîtes métalliques posées sur la table devant lui. Elles étaient désormais vides, leur secret révélé. Il songea à les fondre pour en faire de la ferraille, mais quelque chose l'en empêcha. Au lieu de cela, il les enterra sous le peuplier derrière la grange, marquant l'endroit d'une simple croix en bois. Certaines vérités, pensa-t-il, n'avaient pas besoin d'être gardées à jamais en mémoire, juste assez longtemps pour remettre les choses en ordre. À l'aube, l'air était frais et limpide. Il scella à nouveau merci et partit vers la crête où le terrain s'ouvrait, le soleil répandant ses rayons dorés sur les plaines. Alors qu'il grimpait, la jument se mit à galoper à un rythme régulier, le vent soufflant dans sa crinière. Ellie rit aux éclats, et le son de son rire résonna dans la vallée. Pour la première fois depuis cette terrible nuit, son rire ne fit pas écho dans le vide. Il se propagea vers quelque chose de nouveau. Et quelque part derrière eux, dans la terre meuble près de la grange, les boîtes enterrées reposaient en silence, témoins de la vérité, gardiennes d'un passé enfin apaisé. Les années passèrent comme la poussière sur les plaines. Le monde au-delà de DRY Creek changea, de nouvelles lignes de chemin de fer traversaient les collines, des fils télégraphiques bourdonnaient au-dessus des canyons et des hommes en manteau de ville venaient parler de progrès. Ellie Tanner observait tout cela depuis le même porche, un peu plus grisonnant, un peu plus lent, mais toujours aussi solide que la terre elle-même. Son histoire était devenue une sorte de légende, celle du rancher qui avait démasqué la corruption avec pour seules armes un cheval et une foi inébranlable. Les voyageurs venaient parfois lui serrer la main, mais il n'avait jamais aimé attirer l'attention. Il disait toujours que le vrai héros portait une bride, pas un badge. Merci vieillissait avec lui, son pelage noir devenant argenté autour du museau. Elle aimait toujours se promener sur les crêtes à l'aube, et venait toujours en courant quand Ellie sifflait. Certains matins,
Il lui parlait comme à une amie. « On s'en est bien sorti, n'est-ce pas, ma fille ?» disait-il en lui caressant le cou. Elle remuait les oreilles, patiente et fière, comme pour approuver. Le monde avait changé, mais leur lien était resté le même. Silencieux, fort et tacite. Un soir d'hiver, alors que la neige commençait à tomber doucement, Élie ressentit une fatigue plus profonde que jamais. Il s'assit près du feu, les flammes se reflétant dans ses yeux fatigués. Sur la table se trouvait la dernière lettre du juge Ward, jaunie par le temps. Ward était décédé au printemps précédent. La lettre parlait de paix, de justice durable, de terres restaurées, d'un nouveau gouverneur qui savait ce que signifiait l'honneur. Élie la relut une fois de plus, puis la plia soigneusement et la posa à côté du vieux badge en étain que Ward lui avait rendu des années auparavant, le badge de shérif, celui qui avait été pris à Duval. Un rappel que la loi n'était pas une question de pouvoir, mais de choix. Le vent hurlait dehors, faisant vibrer les volets. Il se leva lentement, enroula une couverture autour de ses épaules et sortit sur le porche. La nuit était blanche de neige, et Merci se tenait dans la cour, attendant. Elle leva la tête lorsqu'elle le vit, et pendant un instant, les années semblèrent s'effacer. Elle était à nouveau jeune, forte et féroce. Il marcha vers elle, pressa son front contre le sien et murmura « Tu peux te reposer maintenant, vieille fille. » Au matin, le soleil se leva, clair et brillant, au-dessus de la crête. Les voisins trouvèrent le ranch silencieux, le feu éteint depuis longtemps. Élie Tanné était assis dans son fauteuil sous le porche, paisible, les yeux fermés, un léger sourire encore sur les lèvres. Merci gisait non loin de là, sous le peuplier, le corps immobile, la tête reposant dans l'herbe couverte de givre. Ils étaient partis ensemble, côte à côte, comme ils avaient vécu. Les habitants de la ville les enterrèrent sur la colline surplombant la vallée. La pierre tombale était simple. Élie Tanné et Merci, ils ont ramené la vérité chez eux. Avec le temps, l'herbe poussa autour, et les voyageurs qui passaient s'arrêtaient, ôtaient leurs chapeaux et regardaient au loin les plaines où le vent ne cessait jamais de souffler. Certains juraient qu'à l'aube, lorsque la lumière était faible, on pouvait encore voir un cavalier et son cheval se détacher sur le soleil levant, se dirigeant vers l'horizon. Et ainsi, leur histoire s'est transformée en légende, non pas une légende d'or ou de coups de feu, mais une légende de loyauté, de courage et d'une justice qui chevauche tranquillement et laisse la paix derrière elle.